Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats autour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs qui sont là, ce sont des analystes, des hommes de médias. Avec eux, donc, nous revenons sur le décryptage de la semaine. Avec eux, nous parlons des sujets qui ont marqué donc l'actualité. Au plan national, nous allons évoquer toujours la question sanitaire avec le Covid-19, avec quand même des chiffres, on va dire des chiffres d'espoir. 652 cas, 535 guéris, 44 décès. On va reparler de ce sujet-là avec mes différents invités. Et puis, second sujet, il s'agit de l'opposition politique où il est créé l'opposition non affiliée, l'ONA, qui a été donc lancée par 7 partis politiques du Burkina. On va donc revenir sur cette actualité politique. Et puis, troisième sujet, ce sera sur la KDHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, où on a vu le retrait de la Côte d'Ivoire suite à la décision de cette Cour-là, en rapport avec le dossier Soro-Guillaume. Nous allons donc évoquer ce sujet-là avec mes invités. Autour de cette table, Évariste Konsebo. Évariste Konsebo, il est chroniqueur média, il est le président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. À ma gauche, Maître Apollinaire Kielem de Tambela. Il est donc avocat inscrit au barreau. Il est le président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci Maître d'être sur ce plateau. Et puis à la gauche de Maître Parfait Essil. Il est analyste, il est journaliste et analyste. Merci, parfait. Et puis, dernier invité, Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste aujourd'hui et cadre au ministère donc, de la Communication. Merci à vous d'être venu sur ce plateau pour ce débat en ce dimanche. On commence avec une actualité qui concerne la vie des médias au plan national et international. Il s'agit de la journée internationale, journée mondiale de la liberté de la presse. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai. Le 3 mai est donc consacré à la liberté de la presse. Au plan international, le thème, c'est le journalisme sans crainte ni complaisance. Mais au plan national, le thème choisi, c'est médias, élections et insécurité. Faire du journalisme sans crainte ni complaisance. Le Burkina est classé par Reporters sans frontières, 38e sur 180 pays, 5e en Afrique. On va dire que comparé à 2019, le Burkina a perdu 2 places. Alors, parfait, Silga, le Burkina a perdu 2 places. Reporters sans frontières lie cela au fait qu'il y a eu des lois qui ont été prises dans le code pénal, notamment concernant le traitement de l'information sur la question sécuritaire. Oui, évidemment, c'est ce qu'on a lu à travers le rapport. Mais je crois qu'au-delà du rapport, il faut qu'il y ait aussi l'intersection dans le monde des médias, parce que je pense que les modifications qui ont été apportées au code pénal ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. La majorité des organisations professionnelles l'ont rejeté. Et en cette journée internationale, il serait de bon ton, effectivement, d'en appeler pas la clémence, mais je veux dire que le combat doit continuer afin que le métier de journaliste puisse se faire dans de bonnes conditions et que la presse puisse être effectivement le moteur de la démocratie, comme on le dit souvent. Alors ici, au Burkina, le thème, c'est médias, élections et insécurité. Faire du journalisme sans crainte ni complaisance. Nous sommes évidemment en plein dans cette actualité d'élections qui vont avoir lieu dans quelques mois. On vit aussi l'insécurité depuis quelques années. Donc, dans ce contexte-là, comment les journalistes font leur travail? Quelles sont les contraintes auxquelles ils sont confrontés? Comment les organisations aussi se battent pour élargir les espaces de liberté, parce que évidemment, la liberté, ce n'est pas quelque chose de figé. La liberté, c'est dynamique. Et chaque jour, les journalistes et leurs organisations doivent se battre pour que ces espaces de liberté-là puissent s'agrandir. Maintenant, au Burkina Faso, évidemment, les élections qui viennent, comment les élections qui viennent vont être perçues, quelle sera l'organisation des médias pour aborder ces élections? Bon, c'est une question qu'il faut se poser. Alors, mais parfait, pour terminer, est-ce que les journalistes au Burkina, les médias, la presse au Burkina est réellement libre? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de journalistes en prison, on est libre. On peut dire que la presse est libre au Burkina Faso. Parce qu'il y a eu des progrès qui ont été quand même constatés. Mais en tant que journaliste, dire que la presse est libre, c'est en même temps dire que
les choses doivent être, et les libertés doivent être encore conquises. Je parlais tout de suite, j'évoquais tout à l'heure la question du code pénal. Les organisations, dans leur majorité, ont rejeté ce qui avait été pris comme texte de loi. Et donc, il faut que le combat se poursuive, en tout cas sur ce plan. Alors, Maître, le RSF estime que le Burkina perd 2 places parce que le Burkina a pris des textes restrictifs en termes de liberté de presse. Est-ce que simplement le fait des textes qui sont parmi les standards internationaux d'évaluation, est-ce qu'il y a d'autres questions qui pourraient être prises en compte parlant de liberté de la presse au Burkina Faso? Bon, moi, je ne vois pas. Il faut dire que les organismes qui classifient, que ce soit les universités, que ce soit la presse, ils ont leurs critères à eux. Et c'est en fonction de ces critères qu'ils font leur classification. Et cela dit, c'est toujours subjectif, ce n'est pas objectif. Bon, moi, je suis dans le domaine des universités. Il y a des universités qu'on a classées, n'est-ce pas, des rangs, etc. Et moi, je trouvais que ça ne correspondait pas. Voyez. Donc, ça dépend maintenant des critères de Reporters sans frontières. Cela dit, moi, je pense que parler de restriction des droits de la presse en période d'insécurité, soit, mais à conditions spéciales, réglementations spéciales. De tout temps, on a toujours adopté des réglementations en fonction des situations. Et comme vous avez posé la question, est-ce que la presse est libre au Burkina Faso? La presse a toujours été libre. Mais est-ce que le journaliste est libre? C'est ça la condition. Même sous la période de chape de plomb de Blaise Compaoré, moi, je vais publier des articles ici, et les gens m'ont dit, mais que tu oses faire ça? Mais je n'ai eu aucune inquiétude. Norbert Zongo publie des articles ici, sous la période de chape de plomb. Mais la vraie question, est-ce que le journaliste est libre ou pas? Et c'est ça la vraie question. Donc, quelles que soient les situations, le journaliste peut toujours faire son travail. Est-ce que le journaliste burkinabé est donc libre ou pas? Voilà, est-ce que le journaliste burkinabé... Mais c'est même partout, même sous la dictature de Staline, il y a des journalistes qui ont fait leur travail. Vous vous rappelez d'Alexandre Solzhenitsyn. Même avant lui, Gorky, voilà. Oui, Gorky. Mais même sous la dictature de Staline, il y a des gens qui ont préféré, parfois même au risque de leur vie, au risque de l'exil, faire leur travail. Et donc, la vraie question, c'est une question de personnalité. Le journalisme, c'est un sacerdoce. Il y en a qui viennent au journalisme pour autre chose que pour le travail du journalisme, pour le prestige que ça peut rapporter, pour faire des affaires, etc. Donc, ils ne viennent pas avec l'esprit du journalisme. Donc, ces gens-là, s'ils viennent, ils viennent pour des business. Alors, ne vous attendez pas à ce qu'ils appliquent la déontologie du journaliste. C'est ça la vraie question. D'accord. Sinon, quand on est journaliste dans l'âme, quel que soit le régime, on exerce son métier, quitte à en payer le prix. Parce qu'il n'y a rien sans risque. Évariste Konsebo, la question aussi se pose en termes d'entreprises de presse. Ce sont des entreprises, on dit aujourd'hui, qui n'ont pas de moyens économiques, donc cela se traduit aussi en termes de conditions de travail des journalistes. Est-ce que cet environnement de l'entreprise, en tout cas de l'entreprise de la presse au Burkina peut aussi être un facteur de non-liberté du journaliste ou de la presse? Non, ça c'est les réalités en fait. C'est vrai que les réalités sont telles que quand vous entrez dans ces genres d'entreprises, d'abord c'est des entreprises où c'est très difficile parce que, comment dirais-je, s'il y a pas on n'aménage pas en fait des mesures favorables pour soutenir ces genres d'entreprises, parce que c'est pas forcément la recherche du profit qui motive, c'est aussi une mission sociale et d'éducation, de veille et tout. Maintenant, ce qui est très compliqué, c'est que ce type d'entreprise n'a pas, par exemple au niveau de la fiscalité, il n'y a pas une fiscalité spécifique. Et les entreprises de presse sont traitées au même niveau que les autres entreprises. Ce qui veut dire que ça, du point de vue fiscal déjà, il y a ça les pénalise énormément. Maintenant, et on connaît bien le contexte et l'environnement, c'est très très difficile quand même d'arriver à vivre. Nous tous, nous avons fait l'expérience avec des journaux qu'on a fait, mais on a vite fait parfois d'arrêter ou bien de trouver, parce que ça aussi c'est le caractère aussi culturel qui fait que les gens en fait, on ne peut pas vivre de son marché en fait, c'est très très difficile. Alors, donc forcément il faut qu'on soutienne au regard du rôle très très important que la presse joue, parce que la presse va avec la liberté, c'est défendre les valeurs et même la société. Donc, sans subvention, sans aide, sans aménagement, sans réaménagement des conditions, c'est très difficile
qu'une entreprise en fait, de la presse puisse pouvoir s'en sortir. Alors, donc, si le Burkina est classé 38e sur 180 pays, 5e en Afrique, même après avoir perdu 2 places, est-ce que la liberté des journalistes au Burkina, la liberté de la presse est effective au Burkina Faso? Non, moi je ne dirais pas ça. Mettre à parler des critères, c'est vrai que les critères sont subjectifs. Hein. On ne pourra jamais arriver à 100% d'objectivité, mais il y a quand même des signes, la réalité. On regarde la réalité. C'est vrai qu'il y a la personnalité du journaliste, il y a aussi le contexte, mais il y a aussi le cadre réglementaire. Et là, je pense que quand on regarde le cadre réglementaire, concernant le Burkina depuis 2015 à maintenant, je précise bien, parce que même avant, on a eu quand même un bon printemps qui a permis quand même l'insurrection. Mais de 2015 à maintenant, les gens, ce sont les politiques, pour cacher leur incompétence ou alors leur absence de vision ou de solution, sont devenus plus répressifs. Et on a vu ça. Ça, c'est clair. Les lois sont là, les textes sont là pour montrer que c'est un recul. C'est pour cacher, masquer. C'est pour faire taire, en fait. Et ça, c'est normal. Je pense que c'est objectif. Ali, pour terminer sur cette question, il y a une nouvelle forme aussi de menace et d'intimidation. Ce n'est pas aujourd'hui l'autorité publique peut-être qui le fait, les services publics, mais c'est aussi des groupes sur, par exemple, les réseaux sociaux qui s'attaquent, par exemple, aux journalistes. On diffame les journalistes, on les insulte, on les menace de mort, on les intimide, etc. Et ça également, ce n'est pas un autre élément une perspective nouvelle dans le cas de l'appréciation de la liberté de presse. Avant de répondre à votre question, en cette journée internationale mondiale de la presse, je pense que tous les journalistes doivent saluer la mémoire de Norbert Zongo, qui est l'un des journalistes qui a payé pour son travail de journaliste. Et aujourd'hui, et si on parle de liberté de presse, on parle de ceci, de cela, je pense que c'est un monsieur qui, au péril de sa vie, a quand même essayé d'exercer son boulot de journaliste. Bon, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Par exemple, quand vous parlez des réseaux sociaux, on ne peut pas seulement parler des réseaux sociaux, je reviendrai sur cet aspect, mais quand on prend les médias publics aujourd'hui, on se rend compte que là-bas, même s'il n'y a plus, comment on appelle ça, des coups de force, il y a des petites actions qui sont menées pour essayer de réduire au silence ceux qui veulent réellement faire le métier de journaliste. C'est les affectations arbitraires, on prend des gens, on met dans des endroits pour les empêcher de travailler, et tout ça, ce sont des intimidations, des coups de fil, on t'appelle, on te donne des conseils, en réalité ce sont des injonctions qu'on te fait, on effraie le journaliste pour ne pas en fait qu'il travaille. Bon, tout ça aussi, ce sont des attitudes qui se sont développées énormément dans ce pays, et cela fait du mal à la profession. Revenant sur les réseaux sociaux, c'est aussi un espace également où des gens interviennent sur le champ, ils s'attaquent à des journalistes, c'est les injures, c'est les menaces. Moi-même, j'en suis victime régulièrement sur les médias sociaux, c'est les injures, c'est les menaces. Ça aussi, c'est des attitudes qu'il faut que les populations apprennent à laisser. Parce que tant qu'ils vont s'attaquer comme ça aux journalistes, ils vont toujours donner une mauvaise impression de la liberté de la presse dans notre pays. Mais il faut dire tout simplement que depuis plusieurs années, notre pays a quand même évolué dans le domaine de la liberté de la presse. Et même sous le régime de Blaise Compaoré, je pense que c'est l'un des régimes qui a beaucoup travaillé pour la liberté de la presse. Et que le cas Norbert Zongo, même s'il est très malheureux, ce n'est qu'une petite ombre qui vient rehausser les couleurs. Mais vous voulez dire quelque chose en 30 secondes, oui. Oui, d'entreprise de presse, et Conseil va évoquer les problèmes de difficulté, tout ça. Là. Je voudrais dire que le journalisme est une vocation. Ce n'est pas si vous avez connu Mamadou Zangbe, qui était ici et qui faisait sortir le soleil de Haute-Volta. Il n'avait pas de moyens. Et avec le peu de moyens dont il disposait, il faisait tout pour sortir son journal presque régulièrement, le soleil de Haute-Volta. Oui. Et puis Ali a parlé, n'est-ce pas, des injonctions qu'on fait au ministère, tout ça. Vous savez, c'est ça qui a amené Norbert Zongo à quitter la fonction publique pour créer son journal. Donc le journaliste qui veut vraiment faire son travail, il se donne les moyens. Et il fait son travail en toute liberté. Maintenant, si on ne veut pas assumer cette liberté, il faut subir les inconvénients. Merci, maître. C'est que ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Pas toujours évident de pouvoir partir parce que les médias publics aussi ont leur rôle. Alors, merci. On continue. Second sujet, il s'agit donc de la question sanitaire. Covid-19, on voit les chiffres, 652 cas, 535 guéris, 44 décès. Alors aujourd'hui, on estime qu'au Burkina, il y a une note d'espoir. Certains estiment que le pic a été atteint, donc maintenant on est dans la chute au niveau au plan national. Les chiffres, toujours, on en parle. Maître,
Oui, mais ça me donne raison. J'ai toujours dit ici que on a crié à la calamité, etc., un peu trop tôt, et que ce Covid-là n'était pas un drame pour nous au Burkina Faso. Parce qu'il y a des gens qui meurent beaucoup plus d'autres choses que le Covid ici. On s'en alarme simplement parce que ça touche aussi bien le pauvre que le riche, que le dirigeant. Roch peut en être victime, les ministres en ont été victimes. C'est ça qui les effraie. Sinon, le Covid lui-même n'est pas un danger en tant que tel pour nous. C'est un problème respiratoire. Comme je viens de le dire là, nos poumons là ont subi déjà tellement d'effets ici, avec la poussière, avec les choses, les carburants dégradés, tout ça là, qu'il y a des anticorps dans nos poumons qui font que la résistance est beaucoup plus grande. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai proposé dès le départ qu'on ferme les frontières, parce que c'est une maladie qui vient de l'extérieur, on fait porter les masques, et puis on pratique la question de distanciation, et le reste, c'est fini. Le reste va se régler de lui-même. Mettre les villes en quarantaine, tout ça là, c'est inutile. Donc, si on applique cela, le problème est réglé. Mais malheureusement, je constate que depuis le 27 avril, on a dit que le port du masque doit être obligatoire, mais les gens ne le font pas. Les gens ne portent pas de masque, et il n'y a pas quelqu'un pour dire de porter les masques aux gens. Et la distanciation, par exemple, on en a parlé. Moi, j'ai fréquenté des services publics, j'ai fréquenté des lieux publics. Il n'y a pas quelqu'un pour, à l'intérieur du service-là, faire respecter les règles de distanciation. Donc les gens, ils continuent de circuler comme ils veulent, de faire comme ils veulent. On va aller à l'intérieur. On a voté un budget pour lutter contre le Covid-19. Dans ce budget-là, il doit y avoir quand même une place pour des agents qui doivent être là dans les services et faire appliquer les méthodes de distanciation. Maître, on va continuer sur l'interprétation des chiffres. Ali ? Oui, si on regarde les chiffres, effectivement, c'est une sorte de décrue. Tant que ces chiffres qui nous sont proposés... On voit que maintenant, les cas depuis la semaine dernière, il y a une semaine qu'on était là, dimanche dernier à aujourd'hui, les cas de contamination ne dépassent pas 3. Ouais, donc je disais que si on s'en tient aux chiffres, il y a une sorte de décrue. Si tant est vrai que les chiffres qui nous sont donnés sont des chiffres réels et vrais, parce qu'on sait, si on suit aussi l'actualité ces derniers temps, il y a des débats autour de qui était malade, qui ne l'est pas, et ça aussi, ça fait des gorges chaudes. Mais ceci étant, on se rend compte que de façon générale, le Burkina Faso ne s'est pas écroulé et que les gens se portent assez bien. On continue de faire attention, mais enfin, l'apocalypse qui nous avait été annoncé n'a pas encore eu lieu. Ce n'est pas seulement le Burkina Faso seul, c'est l'ensemble de l'Afrique. Et les Africains savent aussi se défendre, ils savent se protéger. Ce n'est pas des gens qui ne sont pas conscients du danger. Maintenant, les chiffres qu'on nous donne, on peut s'en méfier parce que le gouvernement ne nous a pas habitués à nous dire toute la vérité. Évariste ? Non, moi, en fait, je sais qu'est-ce qu'il faut dire. C'est vrai que j'ai toujours eu à l'esprit que, s'agissant de cette épidémie, c'était du pain béni pour le gouvernement. Parce que n'oubliez pas que c'est un gouvernement qui était carrément aux abois, avec beaucoup de problèmes. Donc, du coup, la survenue de cette épidémie a été quand même du pain béni pour eux, parce que, ça leur a donné certainement un temps de répit. Mais, parce que je trouve qu'on en a trop fait aussi, parce que c'est un phénomène biologique, les virus. Et Burkina n'a rien inventé dedans, même pas le traitement ni rien. Maintenant, vous dites que les chiffres sont à la baisse. Je dis c'est un phénomène biologique, c'était déjà limité dans le temps. Maintenant, c'est vrai que la note d'espoir, ce n'est pas le fait de l'organisation de dirigeants africains ou même du Burkina. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Ça, je pense qu'il faut remercier Dieu. Parce que, rappelez-vous, ce que le secrétaire général de l'ONU avait prédit, parce que si normalement le virus avait avoir la même sensibilité en Afrique, mais on allait ramasser les cadavres dans les rues. Donc ça, c'est Dieu. Mais est-ce que là, pour certains aussi qui sont un peu peut-être alarmistes ou sceptiques, c'est que de moins en moins les gens se présentent des cas, de moins en moins les gens ont recours aux services sanitaires et que c'est un peu une sorte de non, ça c'était prévisible. L'automédication qui prend la régression en fait de la maladie était prévisible dans le temps. Ça, scientifiquement, on vous dit que la durée de vie, les virus ont des durées de vie. Ça, c'était clair. Et si les gens disent qu'il y a des pics, c'est qu'il y a un moment à partir duquel ça va décroître. Maintenant, la question, c'était de savoir à partir de quel moment. Sinon, c'est sûr que ça l'aide. Il y a même un professeur, je pense, Montaigne, qui disait que même si on faisait rien, il allait y avoir un moment où ça allait s'estomper. Donc, OK. Donc maintenant, mais moi, je dis que concernant l'Afrique, et ce n'est pas seulement le Burkina, c'est une chance que ce virus-là n'ait pas la même sensibilité que dans les autres pays. Sinon, ça allait être grave. Parfait, Silga. Est-ce que c'est la providence? Ce n'est pas forcément l'acte
posées par les autorités sanitaires, c'est la providence, c'est le soleil, c'est la résistance naturelle, l'immunité avec la chloroquine, la nivaquine depuis l'enfant. C'est tout ça qui a contribué aujourd'hui à ce qu'on voit, les chiffres qui sont en train de baisser. Je ne sais pas comment dire, mais quand j'entends c'est la providence, bon, oui, Dieu passe pas forcément par les hommes. Moi, je dirais que, quoi qu'on dise, les mesures qui ont été prises ont eu à un moment donné leur effet. Les mesures de quarantaine ont eu à limiter les mouvements de population. Et on sait qu'à partir du moment où les aéroports étaient fermés, la contamination qui était en vue, c'est la contamination communautaire. Donc, quand on prend des mesures de quarantaine, de couvre-feu, et les gestes barrières. Les gestes barrières, on fait la promotion sur les gestes barrières. Et ce qu'il ne faut d'ailleurs pas arrêter, parce que ça va nous permettre demain de pouvoir minimiser d'autres maladies comme les maladies diarrhéiques. Je pense que toutes ces mesures ont eu à un certain moment, ont donné des résultats. Et voilà. Maintenant, évidemment, quand on analyse une pandémie comme ça, même au plan mondial, on sait qu'à un moment donné, il y a un pic. Je l'avais déjà évoqué ici. Et la semaine dernière, je disais que la tendance était bonne. Aujourd'hui, ça se confirme, même les spécialistes le disent, la tendance est bonne. Il faut effectivement qu'on puisse continuer à appliquer tous ces gestes. Alors, mais c'est vrai que les gestes barrières, les mesures barrières, les mesures de restriction et tout ça, oui, c'est vraiment ce que l'action publique a été menée. Oui. Mais est-ce que, comme Évariste le dit, ce n'est pas par exemple notre écosystème, le soleil par exemple, ou tout simplement le fait qu'on était habitué au paludisme ou aux autres maladies de grippe, etc. Est-ce qu'il n'y a pas cet aspect-là aussi biologique qui nous a beaucoup aidé? Oui, je pense qu'il y a eu des études au début de la pandémie qui avaient tendance à démontrer que, effectivement, les populations des zones chaudes étaient plus ou moins résistantes à cette maladie. Et après, il y a eu encore d'autres études qui ont battu en brèche. Mais jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a pas une étude fiable qui démontre. On est pour le moment sur quelque chose d'empirique. On remarque que quand vous regardez les zones de contamination en Afrique, en Europe, en Amérique, les populations des zones chaudes sont plus ou moins aguerries à cela. D'accord. Maintenant, ce n'est pas encore sûr. Parce que jusqu'à présent, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas encore réussi à connaître tous les contours de cette maladie. D'accord. C'est un élément qui m'amène à confirmer ce que je disais dans mon hypothèse. Parce que regardez par exemple, pour les Africains, la plupart des pays africains, notamment le Burkina très spécifiquement, puisque quand on regarde la gestion de cette crise, le Burkina, c'est calqué sur le modèle français. Alors, quelle est la portée quand vous dites tout le monde porte le masque? On a pris un arrêté, non? Mais sortez dehors, vous voyez très bien combien. Faites-moi, recensez-moi la proportion des gens qui portent les masques et ceux qui n'en portent pas sur un rayon peut-être de 2 km. Donc, ça veut dire en fait quoi? Nos réalités, c'est des mesures, c'est là que le politique devait être inventif. Donc, on va en arriver tout à l'heure avec un certain nombre de levées de mesures, mais parlons au niveau de la riposte, de l'organisation de la riposte. On a vu quand même que ça vacillait cette semaine avec le limogeage du professeur Martial, qui était donc le coordonnateur. Alors, on n'a rien compris. Qu'est-ce qui s'est juste passé? Quelle est la raison de ce limogeage? Est-ce que c'est parce que le professeur Martial aurait fait mentir la ministre devant les députés? Ou est-ce que c'est une question des résultats? Si on dit que les chiffres sont bons, est-ce que c'est une question des résultats? Ali? Bon, je ne crois pas que ce soit une question de résultats, parce qu'eux-mêmes, ils affirment qu'il y a une décrue. Donc, s'il y a une décrue, on peut associer à ça l'effet du professeur Marcel Ouedraogo, qui était le coordonnateur de cette structure chargée, effectivement, d'endiguer ou de faire disparaître le Covid-19 de notre pays. Je crois quand même que c'est sur la question de la députée Madame Compaoré, députée UPC, mais vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui ne serait pas mort du Covid-19 et qu'on a voulu, pour des questions de chiffres, dire que cette dame-là serait morte de ça. Je crois que c'est un peu lié à cette question et les débats se sont focalisés autour de cela et la ministre s'est retrouvée dans un tourbillon de discussions. Bon, ça a mené la démission du professeur Martial Ouedraogo. Je pense que c'est l'une des raisons. Sauf qu'on me donne encore d'autres informations sur le départ de ce monsieur. Mais ceci étant, dès la nomination même du professeur Martial, il y a déjà eu beaucoup de
discussion sur l'homme, sur la personnalité de l'homme, sa capacité à diriger, sa façon de communiquer, ses rapports avec les hommes, ses rapports avec l'argent, et tout cela, ça fait que ce monsieur, dès le départ, était déjà dans le collimateur des médias et des patients. Donc, beaucoup de choses se sont impliquées les uns dans les autres et ont amené nécessairement au limogeage du professeur Martial. Mais ceci étant, moi, je considérais toujours que le professeur Martial était le fusible qui a sauté, mais sinon, à la suite du professeur Martial, il devait y avoir d'autres départs. Alors, maître, ce limogeage-là a été fait en Conseil des ministres. Il y en a qui estiment que le parallélisme des formes n'a pas été respecté parce qu'il n'a pas été nommé en Conseil. En tout cas, on n'a pas vu l'acte pris en Conseil des ministres pour le nommer. Et il est limogé en Conseil des ministres. Donc, pour certains, c'était le bouc émissaire. C'était peut-être une opération pour le gouvernement de rattraper certaines choses, rattraper sa crédibilité. Il y en a qui parlent de démission. Il y en a qui parlent de limogeage. C'est ce qui a été dit au gouvernement. Il a démissionné ou bien il a été limogé? Sinon, la question que vous posez, n'est-ce pas, c'est tout à fait normal. Tous les fonctionnaires, tous les agents de l'État ne sont pas nommés en Conseil des ministres. Il n'a pas été nommé en Conseil des ministres. Non, j'arrive. Mais c'est ce qu'il dit. Tous les agents de l'État, tous les fonctionnaires ne sont pas nommés en Conseil des ministres. Mais il y a des fautes, quand vous les commettez, le Conseil des ministres en prend acte et décide de la sanction à appliquer. Ça se continue dans le code, dans la loi sur la fonction publique. Donc, en fonction de la faute, le Conseil des ministres peut s'en saisir et prendre la décision qui convient. Donc, ça n'empêche pas que quelqu'un puisse être limogé en Conseil des ministres alors qu'il n'a pas été nommé en Conseil des ministres. D'accord. Ça, c'est un. Bon, je ne sais pas si vous... Sur la cause maintenant, parce que jusque-là, on ne sait pas pourquoi il a été limogé. Est-ce que c'est lié à l'affaire de la députée Rosemary Compaoré? Je pense que c'est une cuisine interne. On devrait quand même savoir, pour transparence. Comme Parfait est au courant des affaires qui se passent au sommet de l'État, peut-être qu'il pourrait nous donner plus d'informations. C'est un privilège pour Parfait, attaquer un journaliste d'investigation. Sinon, il faut reconnaître que le professeur Martial Ouedraogo n'a pas bonne presse, avant même qu'il ne soit nommé là-bas. Et donc, parce que beaucoup de gens lui reprocheraient, que ce soit les étudiants, que ce soit les gens en ville, beaucoup de gens lui reprocheraient une certaine suffisance. Voilà. Et puis un certain goût pour l'affairisme. Voilà. Donc ça, c'était déjà connu dans les milieux. Parce qu'on a vu un écrit attribué à des cadres, ou en tout cas à des militants du MPP, du bureau politique du MPP, qui a dit vraiment plein de choses négatives sur l'homme. En dehors de ça, moi je vous parle, je n'ai pas tenu compte de ça, moi je vous parle de ce que l'opinion, l'image qu'il avait au sein d'une certaine opinion avant sa nomination. Et donc ça même, ça peut avoir joué, parce que dans des fonctions de ce genre, généralement on demande des gens qui ont un certain profil, qui inspire confiance. Donc, je pense que ça peut avoir... Sinon, je ne connais pas la cause exacte. Mais pourquoi, pour certains, comme l'UPC, par exemple, qui a demandé la démission de Madame la ministre, au lieu que ce soit le professeur Martial qui démissionne, ils ont pensé que c'était plutôt plus haut qu'il fallait aussi faire intervenir cette sanction-là. Avant de réagir, moi, ça me fait sourire. C'est typiquement burkinabé. Ah, les autres aiment l'argent, donc vous n'aimez pas l'argent. Dites-moi un seul burkinabé qui n'aime pas l'argent. Bon, en fait, je vais dire que pour le professeur, franchement, c'est un technicien, il est professeur. Je sais très bien que pour être professeur, agrégé du CAMES, moi, je connais le parcours qu'il faut faire. Donc, il a quand même du mérite. Maintenant, le problème de ce monsieur, je pense qu'il s'est retrouvé dans une organisation où le verre était déjà dans le fruit. Même si c'est Albert Einstein qu'on avait mis, parce que dans cette configuration, il n'aura rien pu donner. Pourquoi? Savez-vous, au Burkina, nous avons une direction générale de la santé publique qui est logée au niveau du ministère. Nous avons un centre des opérations de réponse des urgences en fait, sanitaires. Et il y a même un service de surveillance épidémiologique. Quand il y a eu la grippe aviaire, je pense que ce sont ces mêmes structures du ministère qui ont géré. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé là? On a créé une espèce de structure, une structure parallèle. On a mis quelqu'un. Ben, finalement, le professeur était là, les gens se sont combattus, puisqu'il y a des gens à qui, normalement, ce genre d'affaires étaient dédiées. Je suppose, il a dû être victime de ça. Donc, bon, mais c'est bien fait aussi pour ces intellectuels, souvent, qui sont de service pour faire les avocats du diable. Bon, ça, c'est bien fait. Voilà. Donc, en fait, il était victime, le verre était déjà dans le fruit. Maintenant, pour la démission, en fait, on l'a démis, ça c'est clair, mais je pense que c'est parce que la ministre aurait dit que elle aurait été en fait mal informée, donc ce qui l'a conduit à aller mentir devant la représentation. Alors du coup, ça cause un problème.
Vous êtes chargé de gérer la santé de tous les Burkinabés. Et si vous déléguez, il faut quand même, vous êtes responsable. Oui. On dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais c'est ça. Donc, du coup, il y a un problème de légitimité, de confiance. Bon, moi, à mon avis, je ne sais pas, c'était à elle de tirer les conséquences, mais c'est le pauvre petit professeur qui, le bouc émissaire, bon, qu'on a sauté, qui a payé le prix. Parfait, Sylga. Quand je fais l'analyse, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de Dame Compaoré et compatir à la douleur de la famille, parce que quand vous voyez avec un tel ramdam, j'imagine la douleur de M. Compaoré, des enfants, de sa famille, parce que tout cela ne doit pas être facile. Et même évoquer cette question ici, moi je vous dirais, je ne suis pas tranquille même pour évoquer cette question ici, parce qu'il s'agit de moi. Cela dit, en tout cas des informations qui ressortent, c'est effectivement cette question de désinfection du domicile et cette question de la rencontre avec la famille là, qui était vraisemblablement... et le motif aussi de la mort. Non, je pense que le motif de la mort, ce n'est pas ce que Madame le ministre a évoqué. Elle a plutôt évoqué ces deux questions. C'est-à-dire, quand on suit un peu, quand on a lu dans le courrier confidentiel, elle a dit clairement qu'elle a menti devant la députée parce qu'on lui aurait dit que le domicile a été désinfecté, ce qui n'a pas été fait. On lui aurait dit qu'il y a un rendez-vous qui devrait être pris avec la famille, il devrait se déplacer dans la famille, ce qui n'a pas été fait. Bien sûr, cela n'excuse pas Madame le ministre, parce que avant d'aller à l'Assemblée, elle aurait pu se renseigner pour savoir le rendez-vous que vous avez pris, est-ce que vous êtes allé en famille avant d'aller à l'Assemblée? Ça n'excuse pas. Parfait, Sylga. Je veux aussi poser une question. C'est bien que Madame la ministre délègue peut-être le coordonnateur d'y aller, oui. Mais quand on regarde le rang de la dame qui est décédée, est-ce que ça ne vaut pas que la ministre elle-même se déplace? Est-ce que ça ne valait pas la peine que la ministre elle-même se déplace? Elle a fait finalement, mais dans quelles conditions? C'est ça. Mais dans cette question, évidemment, la responsabilité de Madame le ministre est totalement engagée. C'est-à-dire, elle a sous ses ordres le procès martial qu'on a limogé, mais elle porte l'entière responsabilité de ce qui s'est passé, en tout cas dans la gestion de cette crise-là, elle porte l'entière responsabilité parce qu'elle aurait pu vérifier que les gens sont partis dans la famille avant de partir à l'Assemblée. Maintenant, je pense que ce qu'il faut éviter dans cette affaire, c'est la politisation. Je crois que l'Assemblée a mis en place une commission pour faire la lumière. Il faut vraiment que la lumière puisse se faire sur cette affaire-là, parce qu'il y a encore des zones d'ombre. Je pense que la famille a pris un avocat. Il y a encore des zones d'ombre qu'il faut éclaircir. Parce que l'essentiel, là, c'est de travailler afin que ce qui est arrivé dans cette crise ne se répète pas. D'accord. Merci. On va voir s'éterniser sur ça. Oui. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Parfait quand il dit qu'il ne faut pas politiser l'affaire parce que l'UPC a demandé. Voilà. Bon, mais on ne peut pas. Le CDP en a demandé plus. On ne peut pas. Et dit qu'on a demandé même la démission du gouvernement. Voilà. On ne peut pas la politique ne peut pas ne pas s'inviter dans cette affaire, vu la personne et la personnalité de la dame décédée. C'est quand même une représentante du peuple. Elle est élue députée. Donc, ce n'est pas n'importe qui est. Et même du bureau permanent. Voilà. Donc, quand une telle personne meurt, et puis on ne voit pas, comme toi-même tu l'as si bien dit, et vous aussi, le gouvernement, notamment la ministre de la Santé, ne se déplace même pas pour voir ce qui s'est passé. Il y a notre confrère Lagui Bama, de Courrier confidentiel, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il écrit, mais pour une fois, qui a passé tout son temps à parler de cette affaire, on ne l'a pas écouté. On s'est seulement dit, bon, c'est un petit journaliste. On en a même parlé ici. Oui, on en a même parlé ici. Plateau. Voilà, c'est un amerdeur, et ceci, cela. Et puis après, on se retrouve devant l'Assemblée nationale, on dit, voilà, j'ai été trompé par... Je pense que c'est une faute qui n'est grave, commise par Madame le ministre, et je pense que l'UPC en demandant sa démission, et puis le CDP à travers Edi Komboigo en demandant carrément la démission de l'ensemble du gouvernement, c'est pas trop demandé à ce gouvernement. C'est ça qu'il doit, il doit boire la ciguë carrément. Et puis, on va demander à Maître de nous dire en très peu de temps, parce qu'on est pris, est-ce que ici c'est Madame le ministre qui devait démissionner, ou bien c'est suffisant d'avoir limogé, on va dire, le cadre qui devait faire le travail?
D'abord, une précision. Puisqu'il y a eu mensonge quand même quelque part. On a dit qu'elle a menti. Elle n'a pas menti. Non. Elle a peut-être dit une contre-vérité, mais elle n'a pas menti. Parce que le mensonge est une infraction. Mais c'est elle-même qui a dit qu'on elle se défend mal. C'est le choix des Permettez-moi de m'exprimer. D'accord, allons-y. Elle se défend mal. C'est la raison pour laquelle certains prennent des avocats pour s'exprimer à leur place. Sinon, d'après ce que j'ai lu, elle n'a pas menti. Le mensonge est une infraction. Et l'infraction suppose l'intention. L'intention que l'on a en posant l'acte, et on le pose intentionnellement. Sans intention, il n'y a pas d'infraction. C'est la raison pour laquelle quand un fou commet une infraction, s'il est établi qu'au moment où il commettait l'acte, il n'avait pas sa lucidité, ce n'est pas punissable. Or, Madame la ministre, au moment où elle parlait, pour elle, les instructions ayant été données, ça a été fait. Donc ça, ce n'est pas un mensonge. C'est une contre-vérité parce que les faits n'étaient pas établis. Donc c'est dû à un dysfonctionnement de son service. Maintenant, il revient à rétablir le bon fonctionnement du service. Voilà. Sinon, et qui passe par le limogeage de celui qui avait créé le dysfonctionnement. C'est à eux de voir comment ils vont régler le problème. Parce que ce qui est sûr, ces instructions n'ont pas été exécutées comme ça se devait. Mais l'UPC demande que la ministre parte. Elle aussi, sa responsabilité, c'est de n'avoir pas contrôlé. Comme on a dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Elle aurait dû suivre l'exécution de ces ordres-là. Mais la principale responsabilité dans ça n'incombe pas à la ministre. Merci. On va pas. Dans tous les cas, les appels. Je profite pour dire que cette émission est interactive et les gens peuvent appeler. On va continuer parce qu'on n'est plus par le temps. On aura l'occasion de revenir dessus. Alors, toujours suite cette question de Covid, un nouvel épisode qui s'est donc en tout cas présenté. Il se trouve que les mesures de restriction qui avaient été prises concernant certains secteurs d'activité, certaines activités sociales ou économiques, sont en train désormais de s'ouvrir. Et on voit une sorte de désobéissance civile un peu généralisée. D'abord les marchés yard, ensuite les cultes, etc., les transports qui sont programmés pour... Donc désormais, tout ça sera levé. Les conséquences liées à donc, la question de riposte ou de recontamination en masse. Oui, il n'y a rien d'étonnant, c'est normal, parce que nous sommes en face de mesures insuffisantes et inadaptées. Alors, la question qui se pose pour les millions de Burkinabés, c'est le choix, on leur dit le choix soit de mourir du Covid ou de mourir de la faim. Voilà. Ils ont choisi de mourir. C'est mieux parce qu'au Covid, en fait, avec tout ce qu'on a manipulé comme chiffre, on peut avoir la chance encore de survivre. Mais la faim, c'est réel. Si vous n'avez pas de quoi manger, vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous soigner, ça c'est clair, vous partez. Donc, les Burkinabés, si ces mesures ne sont pas suffisantes et adaptées, ça mène la révolte. Maître, les mesures sont levées. Du point de vue sanitaire, on craint que ça ne replonge le pays dans une situation de recontamination. Ou alors, est-ce qu'on va compter sur tout ce qu'on avait dit par le passé, tous ces éléments, écosystèmes, biologie, etc., qui protègent? Tous les faits me donnent raison. J'ai toujours dit ici que ce n'est pas une catastrophe. Et donc, j'ai toujours dit de lever les autres mesures. Vous vous rappelez là? Oui, c'est ce que j'ai toujours dit. Il suffit tout simplement d'exiger le port des masques, d'exiger, n'est-ce pas, la pratique de la distanciation, et puis le reste, le problème va se régler de lui-même. Voilà. Sinon, toutes les autres mesures-là, c'est superfétatoire et il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de confiance, parce que les gens n'ont pas confiance. D'accord. Alors, parfait, Silga, au Ghana, 10 jours après le déconfinement, ils sont revenus à 1032 cas de contamination. Donc, on a eu un rebond. Et ici également, quand les experts chinois partaient, il a été question qu'on fasse très attention parce qu'il peut y avoir un rebond au niveau de la contamination. Oui, c'est une situation que le Burkina va devoir assumer. Et pas seulement le gouvernement, tous les Burkinabés qui aujourd'hui, je vais dire que quand on regarde ce qui s'est passé au Ghana, est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer évidemment toutes ces mesures-là au niveau des populations? Parce qu'en réalité, ce qui se passe avec cette crise qu'on a connue avec le cas de la dame Compaoré,
il y a le risque que des populations se disent « Ah, cette affaire de Covid n'a jamais existé. » En fait, ça a toujours été un mensonge. Il n'y a même pas le risque. C'est ce qui est là aujourd'hui. Oui, c'est même ça qu'il faut tenter peut-être de c'est ce que j'ai dit. de déconstruire. Mais sinon, le Covid existe bel et bien. Malheureusement, avec ce qui se passe, j'ai dit il y a le risque. Donc, il faut que la sensibilisation puisse continuer pour dire aux gens, même si il y a un certain nombre de mesures qui sont en train d'être prises, c'est-à-dire bon, aujourd'hui les lieux de culte, les mosquées et peut-être demain les églises, et à partir de lundi certainement les transports en commun, il faut qu'on continue de garder une certaine rigueur dans l'observance des mesures barrières. Parce qu'il faut vraiment éviter qu'on ait 1000 cas. Moi je dirais que tout le problème en fait de notre système de santé, c'est que quand vous regardez, si vous partez dans un hôpital à Yalgado ou vous partez à Tengango, il y a des gens qui étaient suivis par un certain nombre de spécialistes qui sont obligés de se rabattre sur d'autres. Donc le système de santé est même déjà lourdement handicapé par le Covid. Si, en plus de cela, on doit avoir une deuxième réinfection avec des centaines de cas, imaginez ce qui va se passer. Oui, mais donc je dis... Il y a cette peur-là, mais en même temps on se dit, qui va contrôler quoi, quelle est l'autorité qui va donc permettre que les populations soient organisées, soient sensibilisées, respectent les mesures? Si on remarque que la plupart de ces levées-là se sont faites par, j'allais dire, un arrachage d'acquis. Oui, je pense aussi qu'il y a tout l'appui du monde communautaire. Quand vous regardez aujourd'hui, vous avez de nombreuses associations sur le terrain, c'est-à-dire à Ouaga, Bobo, dans de nombreuses provinces, qui font le travail de sensibilisation sur ça. Donc, il faut aussi compter aussi sur les résultats que le monde communautaire va nous apporter. Bon, Ali, j'avais dit ici sur ce plateau que si le verrou Rodoko saute, ça va et tout va sauter. Donc, je suis un peu comme Maître de Tamela. C'est la digue. Je suis un bon analyste, moi également. Donc, à partir du moment où Rodoko a sauté, il n'y a plus de raison que rien ne saute. Ceux qui vont à Rodoko, ils sont à 80-90% musulmans ou se réclament comme tels. Donc, quand ils ont fini, et ça, et Faustin l'a si bien dit, ils ont fini de gérer la question de Dunya, la question de la terre, la question de la nourriture, il leur reste la question spirituelle, c'est des croyants. Et ils savent très bien ce que l'islam dit par rapport aux mosquées et par rapport au marché. Pour l'islam, le marché, c'est le lieu le plus maudit. Même si on va y chercher sa pitance, ce n'est pas un endroit bien. Et la mosquée, les lieux de culte sont des lieux bénis. Ils ont eu leur pitance, ils veulent aller demander pardon à Dieu. Donc ils font pression pour qu'on ouvre leur lieu de culte. Cela nous ramène tout simplement sur la question de ceux qui gèrent les cultes dans notre pays. Ça montre tout simplement qu'en leur sein, il n'y a pas les gens capables de réfléchir sur la spécificité de chaque religion. Et puis, à côté de cela, ceux qui gèrent l'économie de notre pays, ils ne sont pas capables de savoir, ils ne veulent pas dire à l'autorité qui prend les décisions que notre économie est une économie informelle et que les gens vivent au jour le jour. Donc, avec une économie pareille, une société pareille, la religion qui s'implique dans tout ça, comment voulez-vous aller fermer un marché, fermer les mosquées, alors que vous-même, vous importez des religieux d'ailleurs pour venir prier? Il y a une femme ministre MPP qui a fait venir un musulman du Mali en fret ici, en jet privé ici à Bobo Dioulasso, alors que même moi j'aurais pu diriger cette prière que Dieu aurait compris. Donc c'est pour dire tout simplement qu'il y a la mauvaise foi dans cette affaire et la mauvaise foi les a rattrapés. Merci Ali. Pour donner une note d'espoir, en fait, c'est vrai que vous avez pris le cas ghanéen qui est quand même assez extrémiste, mais moi je cite toujours dès le début, hein, si j'étais aux commandes, j'aurais fait comme Talon. Donc il y a le cas béninois, non, on l'a dit. Il y a le cas béninois, mais il n'y a pas autant de drame, hein. Aucun marché, je dis bien, n'a été fermé, rien, il n'y a même pas de couvre-feu, mais ça marche. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis très douteux. Quand on dit, par exemple, il y a la reprise des transporteurs, voilà une des mesures qui me fait sourire, qui me fait rigoler, ben, on limite le nombre de places. Ouais. Et on vous dit, oui, prise de température, thermo, machin. Vous imaginez un transporteur qui refuse un client parce qu'il a la fièvre. Et sans compter que les transporteurs, ils ne chargent pas qu'à la gare. C'est pas adapté. Au niveau des terminaux, ils chargent en cours de route. En fait, les Africains oublient, le mimétisme n'est pas bon. Les pays occidentaux qui font ça ont éduqué leur population. Vous n'avez rien, notre population n'est pas éduquée, donc il faut adapter les mesures, c'est ça. Maître, vous voulez dire quelque chose rapidement? Juste par rapport à la situation du Ghana, je pense qu'on ne peut pas lier, n'est-ce pas, l'augmentation du nombre à la levée des mesures.
Parce qu'il faut tenir compte du temps d'incubation. Merci. Voilà. Donc, Mais 10 jours, c'est les non, premiers. c'est 14 jours. Non, 8. À partir du 5e jour, 8e jour, normalement, on peut déjà commencer à. Or, le temps d'incubation du Covid, là, c'est 14 jours, au moins. Donc, peut-être que ces gens-là qui ont été déclarés après la levée des mesures, là, 8 jours déjà. voilà, À partir de 8 jours déjà. avaient déjà ça en eux. Voilà. Cela dit, bon, je pense que l'appel de Ali sera entendu et que toute personne qui aura besoin de quelqu'un pour venir prier pour lui pourra s'adresser à bonne adresse. Merci. On va donc continuer. Cette fois-ci, on va parler politique. On va parler politique avec à l'opposition. On a vu la sortie de 7 partis qui ont créé donc l'opposition politique non affiliée, donc qui est une autre organisation qui, bien sûr, se réclame de l'opposition politique, mais n'est pas affiliée au CFOP et qui entend donc réclamer sa place dans les concertations qui ont lieu, notamment le dialogue politique et tout ça. Maître? Non, moi je pense que c'est une agitation, n'est-ce pas, des partillons qui veulent se sentir exister. Sinon, par exemple, la loi encadre bien l'organisation des partis. Donc, il y a la majorité présidentielle et il y a l'opposition. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé l'opposition avec un chef de file de l'opposition pour les partis qui ne se reconnaîtraient pas dans la majorité, alors qu'ils se reconnaissent dans une structure. Comme ça, quand le chef de l'État veut consulter l'opposition, au sein de cette opposition-là, ils font entendre leur voix et le chef de file le transporte à la connaissance du chef de l'État. C'est comme à l'Assemblée nationale. Il y a des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Mais là, si vous n'êtes pas affilié à un groupe parlementaire, et que vous êtes logé dans les indépendants, mais vous ne pouvez pas travailler en commission. Donc ne vous plaignez pas. Vous ne pouvez que vous en prendre qu'à vous-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien sûr. Voilà. C'est la même chose pour les partis politiques. Regardez, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Quand vous parlez de la Grande-Bretagne, généralement, on connaît 2 partis, le parti travailliste et le parti conservateur. Mais vous avez près de 100 partis en Grande-Bretagne. En France, par exemple, on parle de 4 ou 5 partis. Mais vous avez plus de 100 partis en France. Moi, j'ai participé à des élections présidentielles en France. Mais c'est à l'occasion de ça que vous voyez le nombre de partis et de candidats qui se positionnent. Mais quand le président de la France veut consulter les partis d'opposition pour un problème donné, c'est les quelques grands partis seulement qu'il consulte. Il ne peut pas consulter tous les 100 partis. D'accord. Donc, par rapport à ça, moi, je pense que ce sont des partillons sans audience, mais qui maintenant veulent se sentir exister parce qu'il faut qu'ils justifient à leurs militants qu'ils existent. Donc, c'est ce qui a abouti à cette réclamation. Évariste Concebo, il y a 7 partis, mais on peut citer peut-être 4 partis. Il faut préciser d'ailleurs même que le parti Soleil d'Avenir a rejoint le chef de file de l'opposition. Parce que moi, j'ai lu un écrit dans lequel, n'est-ce pas, le professeur Soma a écrit au chef de file de l'opposition pour demander à adhérer au chef de file de l'opposition. Mais en tout cas, ici, dans le cas de l'opposition politique non affiliée, vous avez le Soleil d'Avenir du professeur Soma, le Front patriotique pour le renouveau du docteur Aristide Ouedraogo, FPR, l'Union des forces centristes UFC Balima Issa, le PITJ de Soumane Touré. En tout cas, il y en a 7, mais c'est les 4 partis un peu plus connus par les uns et les autres. Alors, Évariste Concebo, on lit par exemple l'ONA qui dit que considérant plutôt que tout parti ou formation politique qui n'a pas fait de déclaration d'appartenance ni à la majorité APMP, ni au CFOP relève du fait de l'ONA qui est informelle et non structurée actuellement. Est-ce que l'ONA se donne vraiment cette prétention de regrouper tout ce qui n'est pas CFOP ou APMP? Est-ce que ça voudrait dire que désormais tout parti qui est de l'opposition, en tout cas qui existe sur l'échiquier, qui n'est ni à l'opposition ni à l'APMP, est d'office à l'ONA? Parce que tel que les choses sont dites ici... Bon, pour moi, la lecture que je fais, ça serait quand même prétentieux de prétendre, parce que pour adhérer à un groupe, il faut manifester votre volonté. Donc, eux-mêmes, d'ailleurs, ils disent bien que c'est ce qui fait qu'ils ne sont pas membres du CFOP, ni de l'AMP, ni de l'APMP. Donc, c'est un choix. En fait, en clair, pour faire simple, ils disent qu'eux, ils ne sont pas membres, en fait, d'aucun groupe. Et ils constatent que, normalement, la Constitution permet, bien sûr, aux partis, mais là où je ne suis pas d'accord avec eux, mais là c'est vicieux, en fait c'est des petits vicieux, excusez-moi le terme, ils disent que la Constitution permet à tous les partis de participer à la gestion, mais voilà, il y a des crises, ils peuvent participer. Et participer à la gestion de l'État ne veut pas dire que chaque fois que le chef d'État doit vous consulter, ou bien moi je ne sais pas, c'est pas du tout la lecture que j'en ai. Mais maintenant, c'est clair, en fait, c'est des gens qui veulent se positionner. C'est des petits malins, comme je l'ai dit. Ils sentent bien que
l'évolution en fait de la politique actuelle peut bien conduire à une réorganisation. Dans ce cadre-là, ils veulent compter pour peut-être avoir des strapontins, des ministres, être ministre, c'est tout. D'accord. Sinon, Alors, le reste, c'est- parfait. Oui, mais je vais lire quelque chose. Ici, l'ONA dit que l'exclusion de l'ONA de toutes les formes de consultation politique entreprises par le chef de l'État ou le chef du gouvernement est anticonstitutionnelle, illégitime et antidémocratique. Non, c'est eux qui se trompent. Hein. Comme a dit Évariste Conservo, par exemple, on peut participer à la gestion de... La preuve en est que le cercle d'aide à la gouvernance, n'est-ce pas, contre le Covid, ce n'est pas un parti politique, mais il contribue. Il y a eu les avocats contre le Covid, qui ont fait des propositions aussi, sans être un parti politique, et qui ont même proposé leurs services gratuitement, éventuellement, pour contribuer à résoudre la crise. On peut contribuer à la gestion de l'État sans demander à Oui, le chef de l'État. mais là, par exemple, ce parti-là, il s'estime que quand le président consulte l'opposition politique, pour parler politique, parler pouvoir, gestion du pouvoir, eux aussi sont fondés parce qu'on crée un parti avec l'objectif de conquérir le pouvoir. Oui, mais ça se fait selon les réglementations. La loi a prévu le chef de file de l'opposition. La loi n'a pas prévu l'organisation de partis non affiliés ou de je ne sais quoi là. Voilà, donc c'est tout. Non, en fait, Évariste, il a un peu fini avec le débat. Parce qu'en réalité, c'est quoi? La loi dit que pour les grandes questions nationales, le président du FASO consulte le chef de file de l'opposition. Tout le monde sait. Et donc, voilà des partis qui s'excluent de la majorité présidentielle et qui s'excluent de l'opposition politique, mais qui veulent être quand même consultés pour les grandes questions de l'heure. Vous voyez que c'est vicieux. Deuxième chose, comme on le pressent, bon, quand on est consulté, ça peut aboutir à des choses, on ne sait jamais. Et donc, il faut se débrouiller pour ne pas être loin de ces concertations. Donc, en fait, c'est ça. Mais moi, j'ai dit une chose. Quand vous voulez contribuer à l'avenir de votre pays, vous n'avez pas besoin d'être dans un cadre. Si vous voulez, par rapport à cette question de Covid, pour laquelle le gouvernement a rencontré l'opposition, mais vous pouvez faire des propositions aussi au gouvernement pour dire, voilà, nous voulons que vous puissiez appliquer telle ou telle mesure. Par rapport à la question des marchés, par rapport à la question des élections qui arrivent, vous pouvez faire des propositions qui vont être prises en compte par le gouvernement. Ali dit que l'ONA devrait désormais être prise en compte et représentée dans toutes les formes de consultation et de participation politique impliquant l'opposition. Son existence est structurelle et sa participation politique doit être structurellement égale. Alors ici, quand on remarque un peu la caractéristique, c'est tous des jeunes partis. C'est des jeunes partis qui n'ont jamais pris part à des consultations électorales, et sauf le PITJ de Souman Touré, c'est des jeunes également. Est-ce que ça voudrait dire que c'est une tendance un peu plus générationnelle qui se dessine? Bon, on peut lire ça comme ça, si on part du principe que n'ayant pas déjà participé à des élections, tout sauf le PITJ de et puis aussi de la jeunesse. La jeunesse dedans, si on prend ça comme ça, on pourrait dire cela. Mais je veux dire, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait rigoler. Et je me suis dit, si les gens sont arrivés à ne pas être ni membres du chef de file de l'opposition, ni membres de l'APMP, c'est bien la faute de l'APMP, de la majorité présidentielle, qui, dans sa gouvernance, en a fait du Burkina Faso la cour du roi Péto, où tout le monde fait ce qu'il veut. Donc, ces gens, ils ont bien observé que le président du Faso, il ne consulte pas son opposition, ou du moins il consulte en mouta-mouta. Donc eux aussi, ils regardent, comme c'est des politiciens, c'est des opportunistes, ils vont s'organiser et comme vous l'avez si bien expliqué, ils vont regarder dedans et puis ils vont voir comment eux aussi vont se positionner par rapport à la vie politique, par rapport aux élections qui sont à l'horizon. Mais ceci étant, il ne faut pas trop les sous-estimer parce que c'est le terrain aussi, comme disent les militaires, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Si après, dans une organisation quelconque donnée, on se rend compte que l'organisation de l'ONA a fait sale comble quelque part, a manifesté, a fait tout ça, le chef de file de l'opposition devra en tenir compte, l'APMP devra en tenir compte. Donc, attendons de... question de rapport de force. Merci, c'est une question de rapport de force. Et ce rapport de force, bon, c'est la gouvernance qui a mis ça en place. Et les gens se sont rendus compte qu'il faut foncer un peu de cran
et puis bon, tu as le jackpot en main, quoi. D'accord. Merci à vous. On va terminer avec le sujet international qui concerne la justice africaine avec la Côte d'Ivoire et le Bénin. La Côte d'Ivoire, c'est le dossier Soro Guillaume et ses compagnons qui sont donc aujourd'hui entre les mains de la justice en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume a été condamné à 20 ans, à 20 ans, voilà, 20 ans de prison ferme. Voilà. Et donc, ici, la Côte d'Ivoire a décidé, et on se souviendra que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait pris une décision dans le sens de dire d'arrêter cette procédure-là. Alors la Côte d'Ivoire s'est retirée parce que dans le cas de la KDHP, vous signez, vous ratifiez le protocole, mais vous signez une déclaration qui donne la possibilité à un des citoyens du pays de pouvoir attaquer l'État au niveau de la KDHP. C'est de cette déclaration qu'il est question. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, également comme le Bénin, se sont retirés de la KDHP suite à des décisions. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la politique à la tête du client? Quand on est gagnant, on y est. Quand on n'est pas gagnant, on se retire. Je pense que c'est un peu difficile de dire cela. Je n'ai pas lu la déclaration de la Côte d'Ivoire, mais j'ai lu la déclaration du Bénin. Elles sont similaires pratiquement. Ah d'accord, ok. Il reproche un certain nombre de choses à la Cour africaine. Vous savez, généralement, les cours internationales, pour les saisir, il y a une procédure. Il faut l'épuisement des recours internes. Il faut montrer que vous avez épuisé tous les recours internes avant de saisir une cour internationale. Or, d'après ce que dit le Bénin, il y avait la Cour de justice de l'OHADA qui était saisie de l'affaire. Et, passant outre cela, eux, ils ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. De ce fait, la Cour africaine aurait dû se déclarer incompétente. Voilà. Parce qu'on ne peut pas saisir plusieurs cours internationales à la fois de la même affaire entre les mêmes parties. Et pour la Côte d'Ivoire, je pense que c'est à peu près la même chose. C'est que la Cour africaine des droits de l'homme a dû être saisie alors que les mêmes faits étaient en cours en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc moi, ce que je pense, ce n'est pas une bonne stratégie. Ils auraient dû attendre les décisions internes, que la Cour ivoirienne se vide de sa saisine, que la Cour de l'OHADA se vide de sa saisine, avant de saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Donc c'est cette patience-là qu'ils n'ont pas eue. Et donc les reproches qui ont été faits à la Cour africaine sont aussi assez valables. Et donc je pense que pour qu'une juridiction soit crédible, il faut qu'elle-même, elle montre qu'on peut lui faire confiance. Donc il faut, n'est-ce pas, que la Cour africaine montre qu'elle est impartiale, qu'on peut lui faire confiance. Et là maintenant, ceux qui n'iraient pas dans ce sens-là ne seraient pas des États de droit. Évariste ? Donc, ce qu'il faut dire, en fait, la Côte d'Ivoire ou le Bénin, ils ne se sont pas retirés de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils se sont retirés ils ont retiré leur déclaration de compétence. Laquelle déclaration de compétence permet à chaque citoyen ressortissant de saisir donc cette Cour. Ça veut dire que, bon, il reste toujours, mais désormais, les citoyens donc, de ces pays-là ne peuvent plus. Mais seulement, il faut dire que sur les 10 États qui ont donc fait cette déclaration, à l'heure d'aujourd'hui, il y a 3 États qui se sont déjà retirés, rétractés. Donc, bon, mais maintenant, s'agissant de la Côte d'Ivoire, puisque M. Diki n'a pas vu, la Côte d'Ivoire estime que la décision qui a été rendue porte atteinte à la souveraineté de l'État, à l'autorité et au fonctionnement de la justice et est de nature à entraîner une perturbation de l'ordre public et l'ordre juridique interne. Donc, en clair, c'est une immixtion dans la souveraineté en fait de l'État ivoirien. Ce qui est également peut-être important à dire, c'est que dans les dispositions de la Cour, un retrait il n'est valable qu'après l'épuisement d'un préavis d'1 an. Donc la Cour aujourd'hui reste saisie du dossier Soro. J'ai écouté Évariste et Maître Kielem. Oui, ce sont des arguments juridiques, mais il faut plutôt regarder ici, là on est en politique. Je l'avais dit ici la dernière fois, c'est une question politique. Guillaume Soro ne doit pas être candidat à cette élection. Et donc, la Côte d'Ivoire déploie tous les moyens juridiques et politiques pour l'en empêcher. Et c'est clair. Vous voyez, les choses sont suivies. On a vu après sa condamnation à 20 ans de prison ferme. Et on précise, il a 7 ans d'inéligibilité. Donc c'est clair. Le processus là, le procédé, c'est d'empêcher
qu'il soit candidat. Donc, vous allez voir tout ce qui On a vu la réaction aussi de Soro Guillaume qui dit qu'il sera candidat. Oui, il sera candidat, mais c'est une réponse politique qu'il a donnée. Mais tout est mis en œuvre pour l'empêcher d'être candidat. Ali? Bon, ce qui se passe, on l'a dit la semaine dernière. On a dit que Soro Guillaume va faire... la Cour africaine des droits de l'homme a donné un verdict et la Côte d'Ivoire va botter ça en touche. C'est ce qui a été fait. Donc, les rapports de force... la Cour africaine n'a pas de moyens pour contraindre la Côte d'Ivoire à respecter ce qu'elle dit. Donc, ils vont analyser, ils vont voir ce qu'ils ont pris, ils vont botter en touche. Donc, c'est une cour ce sont ces manières de faire qui donnent raison à ceux qui disent que les Africains ne sont pas capables d'organiser des cours et de juger. C'est pour cela que la CPI va avoir encore de longs jours devant elle. Je pense qu'ici, la question est un peu délicate. Et la Côte d'Ivoire n'a pas bien joué, à mon avis, sur cette question. Est-ce que quelque part, il n'y a pas comme... les États ne se discréditent pas parce que avant de s'engager, quand même, il y a des protocoles qu'on signe, on adhère à une cour. Et puis dès lors qu'il y a une décision qui ne nous arrange pas... Oui, mais c'est africain. C'est africain, c'est africain. Je viens, c'est africain. Par exemple, les États-Unis pour la CPI, les États-Unis n'ont pas signé le protocole de Rome. Les États-Unis sont clairs. Les États-Unis sont clairs. Ils ont dit qu'ils ne signent pas. Oui, c'est pas africain. Je viens. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu la même situation qui s'est produite entre les États-Unis et le Nicaragua en 1986 devant la Cour internationale de justice. Les États-Unis sont partis dire qu'ils ne reconnaissent pas la compétence de la Cour pour cette affaire. La Cour a dit non. Ce qui vous amène ici, là, ça ne relève pas du droit international, mais ça relève du droit coutumier international. Donc, même si vous n'avez pas signé un texte, là, ça vous lie. Mais les États-Unis ont exécuté la décision de la Cour. Alors que, vous savez, ils sont très puissants. Hein. Non, c'est tout simplement, c'est parce que c'est un état de droit. Attends, j'ai dit. Ces pays n'ont pas signé, ils ne sont pas partis. Oui, mais ils ne sont pas partis, carrément. C'est un état de droit. C'est pour ça que dans des affaires comme ça, il ne faut pas confondre politique et droit. C'est pour ça que j'ai dit que cette affaire-là va nous montrer si ce sont des états de droit ou des états de police. Si c'est un état de droit, même si le droit ne t'arrange pas, tu dois l'appliquer. Parce que personne n'a ligoté la Côte d'Ivoire et le Bénin pour les amener à accepter la déclaration. Ali avait fini. Ali a la parole. Merci Tambela, il m'a dit que j'avais fini déjà. J'ai dit que personne n'a obligé la Côte d'Ivoire d'y aller et que c'est des africanités. C'est-à-dire vous signez des textes, au moment de les appliquer, vous vous rebiffez. C'est pas sérieux. Ça complique davantage le jeu. Et ça, c'est pas... Il ne faut pas faire de la politique sur partout. Et puis la politique, c'est pas ça. Tout simplement. Tous les États... Non. Bon, voilà, donc c'est tout. En fait, c'est quoi? Pourquoi les gens signent les accords en ce qui concerne les... Oui, c'est de la mode. On signe pour se donner bonne conscience, pour dire nous sommes un pays africain démocrate, nous respectons la démocratie. Mais on n'est pas démocrate au fond. Mais voilà, au fond, on n'est pas démocrate. D'accord. Parce que sur les pays, sur le continent africain, compte à peu près 55 pays, il semble qu'il n'y a que 30 qui ont ratifié ce protocole. Et de deux, pour montrer qu'encore c'est des africanités là, il n'y a qu'en Afrique qu'on met en place des institutions sans prendre des mesures par rapport, par exemple, les mécanismes qui doivent être mis en place pour contraindre le respect. Non, ça ne fonctionne pas. Il n'y a qu'en Afrique qu'on fait ça. Non, voilà. C'est ça, il faut préciser. La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas non plus de mécanisme de contrainte. Mais les États sont tellement soucieux de ces décisions que, par exemple, les États se battent pour ne pas être devant la Cour européenne des droits de l'homme et pour ne pas perdre. Merci. On va prendre notre premier invité, M. Ilboudo Lamoussa François, qui appelle le Ouagadougou, sur le problème du Covid-19. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour, M. François. Moi, peut-être présenter mes condoléances les plus attristées à M. Diallo. Il parlait a été, je ne sais pas comment on va dire ça pour le moment. Maintenant, pour revenir sur le sujet, je vais tout simplement dire que je n'ai jamais vu un pouvoir aussi irresponsable que celui du NPP. Je n'ai jamais vu un pouvoir qui ne pense pas à l'avenir que ce pouvoir-là. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Regardez, quand vous prenez des mesures pour confiner ou bien pour mettre les gens en quarantaine, vous ne laissez pas la population, ça veut dire comment on appelle ça, arrêter ça de force.
Parce que ceux qui vont venir après vous vont avoir des problèmes, des vrais problèmes. Il faudrait qu'ils passent par les armes pour maintenir l'ordre. Vous les mettez dans un problème impossible à gérer. C'est irresponsable et très dangereux. Parce que tout simplement, on voit les élections, on ne veut pas bousculer les gens. Mais on ne pense pas aux conséquences que ça va amener après. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que moi, j'avais dit dès vendredi, quand ils avaient accepté la pression des Marseillais, d'enlever toutes les mesures parce que ça va dire, puisque ça va donner l'impression qu'on a plus de dirigeants dans ce pays. Au moins, s'ils faisaient ça, ils arrivaient à sauver leur face. Mais malheureusement, comme ce n'est pas des gens consensueux et conséquents, ils attendent que le problème vienne vers eux avant de prendre une décision. Ça veut dire, le problème, c'est qu'à l'avenir, ça va être un problème grave dans le pays. Déjà, on a un problème de civisme qu'on a du mal à gérer dû au fait que les gens ne croient pas à ceux qui sont en haut. Et vous permettez des choses comme ça. Vous voulez que les gens, ceux qui vont venir après vous, puissent gouverner le pays là. Comment? Maintenant, pour sortir, je vais dire ceci. Je demande au président Roch-Marc Christian Kaboré, avec tout le respect que je le dois, de faire démissionner le ministre de la Santé pour que, au moins, il y ait un semblant d'honneur dans ce pays. Ça veut dire que je le demande à lui si c'est possible. Parce que tout ce que M. Tambela a dit tout à l'heure, ça ne tient pas. Parce que lui, il a dit qu'elle a dit une contre-vérité, ce n'est pas un mensonge. Qui peut nous assurer qu'elle ne savait pas que ça n'avait pas été fait, mais pour sauver la face, elle est allée mentir. Lui, il ne peut pas le prouver. Donc, quand vous ne pouvez pas prouver quelque chose, vous n'avancez pas des choses que, après, quand on va vous poser la question, vous serez là tout simplement à dire selon ce que j'ai lu. Merci et bonne journée. Merci, monsieur. Moi, je suis interpellé. Mais lui aussi, on peut dire que c'est un procès d'intention. Ouais. Lui non plus, il ne peut pas prouver que la dame savait. Voilà. Lui non plus, il ne peut pas prouver que la dame savait que ça n'avait pas été fait. Et donc, nous, en droit, on ne fait pas de procès d'intention, on juge sur pièce. Et c'est la dame même qui a dit, dans la déclaration, qui est ressortie sur courrier confidentiel, qu'on l'a induit en erreur. En fait, c'est ça le terme. On ne l'a pas amené à mentir, on l'a induit en erreur. Et elle a dit une contre-vérité. À l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'elle a dit? À l'Assemblée nationale, elle a dit une contre-vérité, mais elle n'a pas menti. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Mais jusque-là aussi, on n'a pas vu qui l'a amené à mentir. Est-ce que c'est le professeur Martial alors? Est-ce qu'on doit conclure que c'est le professeur Martial qui l'a amené à... Quand j'ai lu l'article de Courrier confidentiel, il ressort que ceux qui devraient assumer les tâches ont reconnu devant le journaliste, effectivement, qu'ils n'ont pas accompli les tâches, en tout cas en évoquant les difficultés qu'ils ont eues. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la dame est partie à l'Assemblée en croyant que les instructions qu'elle a données étaient appliquées, alors que des gens ont eu des difficultés pour accomplir leurs tâches, ou en tout cas n'ont pas fait leurs tâches, et ça s'est retourné. Voilà pourquoi, évidemment, quand on dit effectivement qu'il y a eu aussi le problème de l'usage des termes. Quand on dit « on m'a fait mentir », moi je ne crois pas que ce mot-là a été approprié comme Maître Chidam l'a dit. Voilà. Très rapidement, on va prendre notre deuxième interview. Moi, ce que je veux dire, en fait, cette cacophonie-là aboutit à un affaiblissement de l'autorité de l'État. C'est ça. Ouais, et ça, c'est grave. Il faut que les plus hautes autorités de ce pays-là tirent des conséquences et prennent des mesures pour... Parce que ça ne participe pas du tout à la restauration de l'autorité de l'État. Et ça, cette confusion n'est pas du tout à l'honneur. D'accord. On prend notre second téléspectateur, M. Seni Ouedraogo, qui appelle de Ouagadougou également. Le même sujet. Hein. Oui, M. Ouedraogo, allez-y. Oui, bonjour à tous les invités sur le plateau. Bonjour. Contrairement à ce que disait mon prédécesseur, moi en tout cas, je suis d'avis avec Maître Tambela sur la question. Vous savez, quand vous prenez toute la chaîne, quand le ministre donne des instructions à ses plus proches collaborateurs, il s'est dit que c'est parce qu'il y a eu confiance entre eux. Oui, parce que ses proches collaborateurs, il y a confiance en eux. Si à chaque fois, vous donnez une instruction à vos proches collaborateurs, vous devez contourner
pour vous renseigner sur des questions vraiment basiques. Vous-même, qu'est-ce que vous allez créer au ministère? Un sentiment de suspicion de gauche à droite. Donc, c'est vrai, il y a comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais c'est pas pour des questions basiques comme ça, c'est pas à tout moment qu'il faut procéder à certains contrôles. Vous savez, moi je suis prudent sur la question, parce que vous pouvez vous rendre compte que même dans certains ministères, il y a des gens qui peuvent vouloir saboter certaines choses. Donc, vous prenez sur toute la chaîne, et il y a un élément, par exemple, un élément X, qui décide de ne pas exécuter la tâche. Maintenant, vous savez aussi qu'au Burkina, on n'a pas souvent cette envie de remonter l'information pour dire, ah oui, on n'a pas pu faire parce que. Non. Ils diront que c'est fait, en attendant de pouvoir gérer la question. Mais d'ici que le ministre, le premier responsable se rend compte, on a déjà atteint l'effet grave. Moi, je suis d'accord qu'ils disent, la dame dise cette vérité après s'être prononcée à l'Assemblée nationale, parce qu'il est parti sur un certain nombre de faits, sur l'instruction qu'elle a donnée. Bon, même si elle n'a pas fait le contrôle, c'est dit, bon, pour des questions basiques comme ça, c'est fait. Malheureusement pour elle, ça n'a pas été fait. Donc, le fait de dire cette vérité, moi je suis d'accord. Maintenant, moi je suis d'accord pour qu'on sanctionne tous ceux qui sont responsables sur ces scènes. Mais responsables par eux-mêmes, mais pas par le fait d'autrui. D'accord, merci. Sinon, Monsieur Ouedraogo, oui. On ne va pas aussi dédouaner totalement l'autorité ici. Est-ce que quand on est un responsable, par exemple, ici c'est dans une situation assez d'urgence, une situation sanitaire, où il y a beaucoup besoin d'une gestion assez rapprochée avec les différents acteurs qui agissent. Est-ce que quand on envoie faire des missions comme ça, on n'est pas à même de réclamer par exemple des comptes rendus ou avoir des réunions, etc., qui nous permettent d'avoir tout le travail qui a été fait, de savoir ce qui a été fait. C'est ce que je disais. Entre le ministre et le coordinateur, il n'y a pas d'autres personnes, c'est son plus proche collaborateur. Quand il a confiance, ce collaborateur vient vous dire que telle instruction qui a été donnée là, c'est exécutée. Bon, c'est vrai, comme je l'ai dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais dans certains cas, si vous vous promenez chaque fois à effectuer le contrôle, vous-même, c'est-à-dire le climat même, l'atmosphère même dans votre ministère là, ça va être délétère. Il faut quand même faire confiance à ses proches collaborateurs. Mais comme il dit, quand pareille situation arrive, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Mais maintenant, quand les enquêtes puissent aller jusqu'au bout, pourquoi on situe les vraies responsabilités? Mais si le ministre, si je trouve que le ministre dit oui, qu'on l'a fait mentir, alors qu'elle savait réellement, à ce moment, moi je me dis qu'elle a voulu peut-être protéger certains textes. Et dans ce cas, elle doit démissionner. Mais si tel n'est pas le cas. Merci, monsieur Ouedraogo. Merci. C'est vrai qu'on parle d'enquête, mais cette enquête va aboutir à quoi? Moi, je ne sais pas. Mais en pratiquement fait, tout est connu déjà. Oui, bon, c'est vrai. C'est un mensonge. J'ai suivi un peu la relation de la dame. Elle est de bonne foi. Ça, moi, je ne peux pas dire. Mais à son niveau quand même de responsabilité, il faut reconnaître qu'elle a péché par omission. C'est peut-être ça. Sinon, elle a même dit qu'elle était revenue en temps même aux informations et on lui avait dit que telle chose n'a pas été faite, mais que ça allait être fait. À la suite, il n'y a plus rien eu. Donc, elle s'est dit que bon, c'était fait. Ça, c'est normal. Mais en fait, c'est vrai aussi, quand on regarde aussi la qualité de la personne, hein, bon, quand même, c'est quand même, comme on dit, c'est une personnalité. Elle aurait peut-être dû, prendre en main directement la gestion de ce cas-là aussi. Ouais, je veux quand même que sur la question, on parle aussi de la communication des autorités. Quand, par exemple, une ministre se présente devant les parlementaires, elle vient pour répondre à une question, elle est préparée à l'avance, elle vient avec ses notes et tout ça, et malgré tout ça, elle arrive à dire quelque chose qui n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a un problème de préparation, même des autorités, en fait, de communication? Je voulais revenir sur cette question. En réalité, moi, je ne vote. Je suis pas pour qu'on lynche. Je suis pas pour qu'on lynche Madame le ministre de la Santé. C'est loin de là mon idée. Mais je veux qu'elle tire quand même les conséquences de ce qui s'est passé.
j'ai commencé par dire que sur cette question, il y a un journaliste, notamment Lagui Bama, qui a passé tout le temps à dire que la femme n'était pas morte de Covid-19. Il a passé tout le temps à le dire. On l'a traité de fou. On l'a traité de fou, de tout. On a dit même qu'il faut qu'on fasse attention à la critique facile. Bon, je ne sais pas si c'était adressé aux journalistes ou bien à quelqu'un d'autre, mais ce qui est certain, cette phrase est sortie. Il faut faire attention à la critique facile. Maintenant, quand une femme de cette nature, vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée, est décédée, on dit qu'elle est décédée de Covid, il y a quelqu'un qui hurle tout le temps qu'elle n'est pas décédée de Covid-19, Madame le ministre se doit, à mon avis, non seulement d'écouter ses proches collaborateurs, puisque c'est elle qui les a nommés, mais en plus de cela, c'est de dire, mais écoutez, vous me dites ça, mais voilà ça. Ça empêchait quoi, Madame le ministre, de se rendre là-bas sur le pouce qu'elle ne l'a pas fait. Si elle ne l'a pas fait, elle est bien responsable. Quand les jeux de mots, on m'a fait mentir, j'ai fait par omission. Tout ça, c'est pour embellir les choses, mais ça ne dit pas. C'est pour dire tout simplement, je termine, pour dire tout simplement, cette cacophonie de la communication du gouvernement, on ne va plus revenir sur ça, on en a parlé régulièrement ici, mais là, en l'occurrence, je ne voulais pas employer le mot, mais je suis obligé, parce que les gens tentent de nous distraire. On prend notre troisième. La dame, elle a réellement menti devant l'Assemblée nationale. Monsieur Adama Kwanda, du Nyangologo. Alors, bonjour. Totalement à la frontière, oui. Vous êtes à Nyangologo ou vous êtes de Nyangologo? Ah oui, je suis à Nyangologo. D'accord, merci. Allez-y pour votre intervention. Oui, alors bonjour à tout le plateau. Moi, c'était pour intervenir toujours par rapport à ce sujet. Allô? Allez-y, on vous entend bien. Ok, voilà. Donc, moi, je trouve que vraiment, c'est un problème de tout le gouvernement, même le président de la République. Moi qui aussi qui ne prends pas le temps même de se donner quelque chose, à chaque fois quand on va même dans les conseils des ministres, on dit le président de façon à instruire les ministres d'aller réfléchir pour venir proposer quelque chose. Donc c'est la même chose aussi que la dame qui dit à ses collaborateurs d'aller désinfecter, l'autre d'aller croiser la famille, et tout député, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, c'est une autorité aussi du pays. Donc, la ministre ne peut pas seulement s'adonner à dire non, allez-y faire ça sans problème. Ça ne relève même des collaborateurs, c'est le ministre lui qui devrait faire ça. Donc, c'est la même chose. Donc, nous trouvons que vraiment, ce gouvernement nous prend vraiment pour dernier personne. On ne sait même pas comment on peut gérer. C'est vous qui nous avez monté même tout ce truc de Covid là dans nos têtes, comme si c'était vraiment, dès que ça te touche, mettre toute ta famille, ton clan, tout est mort. Et maintenant, vous passez le temps à tout vice-président de l'Assemblée nationale qui a eu la maladie, qui a décédé de ça, et puis on se comporte comme ça, on nous envoie de n'importe quoi. Merci, M. Kwanda. Ça nous décourage, vraiment. Merci, M. Kwanda. Merci de nous avoir appelés. Oui, parfait. Jusqu'à présent, les contre-vérités qu'on a fait ressortir concernent 2 points. C'est-à-dire la désinfection du domicile et le fait de prendre contact avec la famille. Et donc, si sur ce plateau, on dit, même sur le statut de la dame, ça pose problème, ça peut être encore une contre-vérité, je disais, faisons attention. Voilà pourquoi je dis, on n'a pas encore levé toutes les zones d'ombre dans cette affaire. Oui, mais parfait, on aura levé toutes les zones d'ombre. Est-ce qu'on peut changer le fait que Madame la ministre, quand elle allait à l'Assemblée, ce qu'elle a dit n'est pas vrai? Par exemple, ils ne sont pas allés désinfecter, par exemple, ils ne sont pas allés voir la face. C'est des choses, on n'a pas besoin d'enquête, c'est déjà clair. Oui, c'est déjà clair, mais il y a d'autres zones d'ombre. Il y a des choses encore qu'on ne sait pas. Comment les choses, pourquoi, par exemple, on n'a pas pu faire la désinfection de la famille? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Et les collaborateurs ont dit, nous avons pris un rendez-vous, on n'a pas pu faire le rendez-vous. Voilà. La famille dit, on n'a pas eu de rendez-vous. Mais il faut qu'on sache, quand les équipes de désinfection se déplacent dans les domiciles, est-ce qu'ils négocient pour partir? Non. C'est tout ce qu'on a vu, les gens, ils atterrissent dans les quartiers, c'est d'autorité, ça se fait. Est-ce qu'on demande des rendez-vous et tout ça pour... Mais est-ce que vous pouvez... Ce que je voulais dire, c'est très simple. Sur cette affaire, il y a encore beaucoup de choses que nous devons tous savoir. D'accord. Donc, il y a l'accès au domicile aussi. Hein. D'accord, mais au moins que les véhicules aillent garer pour qu'on dise qu'ils ne sont pas rentrés. Ou bien... personne ne peut entrer. Hein. D'accord. Non, c'est juste pour dire qu'on va attendre de voir pour la suite des choses, mais aussi le système de communication autour de cette
coordination, de ce comité-là. Vous avez le ministère de la Communication, vous avez le SIG, vous avez même un chargé de communication du CORUS qui n'ont pas pu voir ce qu'un collègue, un confrère écrit pour alerter par exemple l'autorité qu'il y a telle chose qui se dit. C'est tout ça qui fait qu'on ne comprend pas comment... Nous sommes actuellement, aujourd'hui c'est le 3 mai, c'est la journée de la liberté de la presse. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut accorder davantage d'importance à la presse. Ça veut dire que les autorités sans doute n'accordent pas l'importance qu'il faut à la presse. Sinon, ils sont sur Facebook, la plupart sont sur Facebook. La presse actuellement au Burkina, c'est, comment dirais-je, c'est notre seule porte de salut. Parce qu'il y a des combats que les partis politiques devaient mener, mais on ne les voit pas. Merci. Donc, voilà, la presse est très importante. Merci, on est au terme. Juste sur les confrères qui sont dans les ministères. Vous savez, moi j'ai exercé ce boulot de chargé de communication dans un ministère. Il ne faut pas qu'on prenne l'attaché de presse ou bien le directeur de la communication dans le ministère là pour un média planeur. Celui qui va se promener pour demander le ministre va ici, va là, va là. Merci Ali, merci Ali. Ce grabouillage là va toujours arriver. Merci, on est au thème de l'émission. Merci Ali, on est au thème de cette émission. J'étais donc avec Parfait Silga, il est journaliste et analyste. Merci Parfait d'être passé sur ce plateau. Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste, aujourd'hui cadre au ministère de la Communication. Merci d'être passé sur ce plateau. Faustin Évariste Concebo, il est chroniqueur média, président du cercle d'éveil, association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci d'être venu. Et puis, dernier invité, Maître Kelem de Tambela, donc il est avocat inscrit au barreau, il est le président du CRIC, qui est le Centre de recherche international et de stratégie. À vous tous, on dit merci de nous avoir suivis, merci à ceux qui ont appelé et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.